Va laver le sol, vieille femme, les mots sortaient de la bouche de mon propre petit-fils comme des lames tranchantes, coupant l'air du salon de l'appartement que j'avais acheté avec la sueur de mes 40 années de travail. Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps une personne peut supporter d'être traitée comme un objet inutile avant d'exploser? Je m'appelle Charlotte Leroy, j'ai 68 ans et je vis dans un appartement du 18e arrondissement de Paris, dans le charmant quartier de Montmartre. J'ai travaillé toute ma vie comme professeur de littérature à la Sorbonne. Aujourd'hui, à 68 ans, je suis à la retraite, mais loin d'être en paix. Ce matin de printemps parisien, le petit déjeuner a commencé comme n'importe quel autre. J'avais fait des croissants frais, achetés à la boulangerie du coin Boulangerie Laurent, où Monsieur Laurent fait encore la pâte à la main comme son père le lui a appris. L'arôme du café fraîchement moulu remplissait l'appartement. Tout en mettant la table, il regarda par la fenêtre la vue sur le Sacré-Cœur qu'il aimait tant, sa coupole blanche qui brillait au soleil du matin. « Maman ? Nous sommes réveillés » a crié ma fille Isabelle depuis la chambre d'amis. Il y a 6 mois, elle, son mari Antoine et mon petit-fils Thomas, 19 ans, avaient emménagé dans mon appartement. Temporairement, ont-ils répondu. Antoine avait perdu son emploi de directeur commercial, et leur location à la Défense était, momentanément, hors de portée. Isabelle entra la première dans la cuisine, téléphone portable à la main, sans même me regarder. La même fille que j'avais bercée dans mes bras pendant des nuits blanches, à qui j'avais lu des centaines d'histoires et avec qui j'avais partagé les secrets de la vie. À 42 ans, il semblait avoir oublié tout ça. « Maman, le café est prêt ? Antoine a un entretien en ligne dans 1 heure, dit-elle, toujours en regardant l'écran. « Bonjour à toi aussi, chérie, répondis-je en plaçant une tasse de café devant elle. Antoine apparut ensuite, vêtu d'une robe que je lui avais offerte à Noël dernier. Il s'assit et commença à lire les informations sur sa tablette, en marmonnant un « bonjour » à peine audible. Thomas fut le dernier à apparaître, traînant les pieds, les cheveux ébouriffés, les yeux rouges comme s'il avait passé la nuit à jouer en ligne. Mon unique petit enfant, que j'avais contribué à élever dans les premières années lorsqu'Isabelle est revenue au travail. Le garçon qui m'appelait, ma petite étoile, me regardait à peine. « Qu'est-ce qu'il y a à manger ?» demanda-t-il sèchement en ouvrant le frigo. « Des croissants sur la table, chérie. » Fraîchement sorti de la boulangerie. « C'est encore ça. Il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas, substantiel ?» Isabelle leva les yeux de son téléphone. « Thomas, ne sois pas ingrat. Ta grand-mère fait de gros efforts. » « Est-ce qu'elle fait des efforts ? » ?»« Elle ne fait rien de la journée, » répondit-il en se jetant sur la chaise. Le silence tomba sur la table. Antoine continua sa lecture comme s'il n'avait rien entendu. Isabelle revint au téléphone, mordant distraitement dans un morceau de croissant. Seul Thomas me regardait avec un regard de défi que je n'avais jamais vu auparavant. « En fait, j'ai beaucoup à faire aujourd'hui, » dis-je en restant calme. Le plombier viendra vérifier la fuite dans la salle de bain, puis j'inviterai mon groupe de lecture à la bibliothèque. Thomas roula des yeux. Groupe de lecture, comme c'est excitant. En attendant, c'est nous qui devons tout ranger ici. Je n'ai pas répondu. J'ai fini mon café et j'ai commencé à nettoyer la table. Alors que je me penchais pour ramasser une serviette tombée, j'ai ressenti une vive douleur dans le dos. Un gémissement s'échappa de mes lèvres avant que je puisse l'arrêter. « Est-ce que ça va, maman ?» demanda Isabelle en me regardant enfin. « Je vais bien, juste un peu de douleur. » Rien à quoi un homme de 68 ans n'est pas habitué, ai-je essayé de sourire. C'est alors que Thomas prononce la phrase qui va tout changer. « Si tu es si vieille, pourquoi s'embêter ? Va laver le sol, vieille femme. C'est tout ce à quoi tu es bonne. » Le temps s'est arrêté. Pendant un instant, personne ne respirait. Antoine baissa la tablette. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. Et je restais là, avec une serviette sale à la main, sentant le poids des paroles de mon propre petit-fils. Mais quelque chose en moi s'est brisé, en même temps, quelque chose de nouveau est né.
Ces mots n'étaient que la pointe de l'iceberg, la dernière insulte après des mois de manque de respect silencieux, d'être traité comme un invité dans ma propre maison. Au lieu de pleurer, au lieu de crier, j'ai posé calmement la serviette sur la table, j'ai regardé Thomas dans les yeux et j'ai dit d'une voix qui ne ressemblait pas à la mienne. Cet appartement, ce toit sous lequel tu dors, la nourriture que tu manges et l'eau chaude pour ton bain, tout cela, mon cher, est payé par cette vieille femme qui, apparemment, n'est bonne qu'à laver le sol. J'ai attrapé mon sac et suis sorti, laissant derrière moi 3 visages étonnés. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je ne reviendrai pas sous la même forme que Charlotte. Avez-vous déjà ressenti le besoin de tout perdre pour découvrir votre véritable force? Découvrez comment j'ai transformé la plus grande humiliation de ma vie en la plus douce vengeance. Une vengeance qui ne viendrait pas par des cris ou des claquements de porte, mais par quelque chose de bien plus puissant, la dignité. Le printemps à Montmartre a un effet curieux sur les gens. Pendant que les touristes prennent des photos des vues panoramiques de la ville, les vrais Parisiens savent que c'est une saison de transformation. Les fleurs s'épanouissent après un hiver rigoureux, les couleurs reviennent dans les rues et tout semble à nouveau possible. Après avoir quitté mon appartement ce matin fatidique, j'ai marché sans but dans les rues escarpées du quartier. Je suis passé devant la place du Tertre, où des artistes installaient leurs toiles pour une nouvelle journée de travail, représentant des touristes souriants. Comme il serait facile d'être simplement un visage sur un écran, figé dans un moment de bonheur fabriqué. Mes pas m'ont conduit jusqu'à un petit café que je fréquentais occasionnellement, le café des artistes. La propriétaire, Madame Rousseau, a immédiatement remarqué mon humeur. « Charlotte, ma chérie, on dirait que tu as vu un fantôme. Viens t'asseoir. » Madame Rousseau, âgée de 75 ans, aux cheveux gris toujours attachés en chignon élégant et aux yeux qui semblaient avoir vu toute l'histoire de Paris, a posé devant moi une tasse de thé fort. « Maintenant, dis-moi, que s'est-il passé ?» Les larmes que j'avais retenues éclatèrent. Entre 2 sanglots, j'ai tout raconté, comment ma fille, mon gendre et mon petit-fils s'étaient installés dans ma maison, comment, lentement, j'avais été relégué au rang de domestique, et enfin, les paroles cruelles de Thomas. « Va laver le sol, vieille femme », répétai-je, ressentant chaque mot comme un coup de couteau. Madame Rousseau ne dit rien un instant. Puis il a pris mes mains dans les siennes. « Charlotte, tu te souviens de notre rencontre ? Tu venais d'emménager dans le quartier après le décès de ton mari, Henri. Tu étais dévastée, perdue. Et maintenant, regarde-toi, une femme qui a construit toute une vie toute seule, élevé une fille, une carrière brillante. Tu as surmonté la perte de l'amour de ta vie. Et tu vas laisser un garçon gâté te briser le moral ? » Ces paroles ont touché quelque chose de profond en moi. Je me suis souvenu de qui j'étais, de tout ce que j'avais accompli après la mort d'Henri d'un cancer, me laissant veuve à 45 ans. Que me proposez-vous de faire, Élise ? Les chasser ? Se battre ? Pleurer ? Madame Rousseau-Élise sourit, un sourire qui contenait toute la sagesse de Paris. Non, ma chérie. Tu feras quelque chose de bien plus puissant. Tu leur montreras exactement qui est Charlotte Leroy. Cet après-midi-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai appelé Isabelle et je lui ai juste dit que j'allais bien et que j'avais besoin de passer du temps seul. Elle se posa à peine des questions, probablement soulagée de ne pas avoir à faire face à un drame familial. J'ai passé la nuit dans le petit appartement au-dessus du café des artistes, où habitait Élise. Le lendemain, nous avons commencé ce qu'elle a appelé le « projet Renaissance ». Tout d'abord, nous sommes allés à ma banque. En tant que professeur d'université à la retraite, j'avais des économies considérables et une bonne pension. Le gérant, Monsieur Lefebvre, a été surpris par ma demande mais a accepté de tout organiser. Nous avons ensuite rendu visite à l'ami d'Élise, Pierre, avocat spécialisé en droit immobilier. Il a écouté mon histoire avec une attention professionnelle et a hoché la tête. Parfaitement légal, Madame Leroy. Après tout, c'est votre propriété. Le 3e jour, nous avons rendu visite à Marcel, propriétaire d'une petite société immobilière locale. J'ai exactement ce qu'il vous faut.
Ce n'est pas grand, mais il donne sur le cimetière de Montmartre. Très calme. Enfin, le 4e jour, nous avons rendu visite à Victoire, une décoratrice d'intérieur à la retraite qui donne désormais des cours d'art aux personnes âgées du centre communautaire local. Charlotte, tu as des yeux merveilleux. Tu aurais dû être une artiste plutôt qu'une enseignante, s'est-elle exclamée pendant que nous discutions de couleurs et de style. Pendant une semaine entière, je ne suis pas retournée à mon appartement. Isabelle appelait de temps en temps, plus par obligation que par véritable inquiétude. Maman, quand reviens-tu? Thomas veut s'excuser. Je pouvais entendre dans sa voix que c'était un mensonge. Thomas n'avait probablement même pas réalisé l'impact de ses paroles. Quand j'ai finalement décidé qu'il était temps de rentrer, je n'étais plus la même Charlotte qui avait franchi la porte une semaine plus tôt. La femme qui se promenait désormais dans les rues de Montmartre, avec ses cheveux fraîchement coupés dans un style moderne et des vêtements qui flattaient sa silhouette mature cadeau d'Élise avait un plan. Lorsque j'ai ouvert la porte de mon appartement, j'ai découvert une scène qui ne m'a pas surpris, de la vaisselle sale dans l'évier, des vêtements éparpillés sur le canapé, une odeur de nourriture réchauffée qui flottait dans l'air. Antoine était assis sur le canapé, regardant un match de football, tandis qu'Isabelle parlait au téléphone sur le balcon. Thomas était, comme toujours, enfermé dans sa chambre. « Mère !» s'exclama Isabelle en me voyant, raccrochant rapidement le téléphone. Nous étions inquiets. Antoine murmura un « bon retour » sans quitter la télévision des yeux. « Où étiez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas répondu correctement à mes appels? » Nous étions inquiets. Isabelle avait l'air plus ennuyée qu'inquiète. J'avais besoin de temps pour réfléchir, chérie. Et pour prendre des décisions. Des décisions? Quel genre de décision? Demanda-t-elle, remarquant enfin quelque chose de différent chez moi. J'ai réuni tout le monde dans la salle à manger dans une demi-heure. J'ai une annonce importante à faire. Le ton de ma voix a dû indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une suggestion, mais d'un ordre. Isabelle cligna des yeux, déconcertée par cette nouvelle version de sa mère. 30 minutes plus tard, nous étions tous assis à la table de la salle à manger. Thomas avait été littéralement traîné hors de la pièce par Isabelle et restait assis à bouder, sans me regarder dans les yeux. Merci d'être venus ensemble. Comme vous le savez, j'ai eu une semaine pour réfléchir à notre situation actuelle. Maman, si c'est à propos de ce que Thomas a dit, Isabelle, s'il te plaît, laisse-moi finir. Ma voix était calme mais ferme. Pendant 50 ans, j'ai travaillé dur. J'ai construit une carrière, j'ai élevé seule une fille après avoir perdu mon mari, j'ai acheté cet appartement, j'ai économisé pour ma retraite. J'ai fait tout cela pour avoir la paix et la dignité dans ma vieillesse. Antoine bougeait inconfortablement sur sa chaise. Thomas regarda ses mains. La semaine dernière, j'ai réalisé que j'avais laissé me voler cette paix et cette dignité. Dans ma propre maison, je suis devenue une servante, un inconvénient, un fardeau. Maman, ce n'est pas juste. Isabelle a protesté. Laissez-moi conclure. Je ne suis pas ici pour vous accuser ou créer davantage de conflits. Je suis ici pour vous informer de certains changements. J'ai sorti un dossier contenant des documents de mon sac et je l'ai posé sur la table. Premièrement, dès la semaine prochaine, cet appartement sera loué à une jeune famille américaine qui s'installe à Paris. Le contrat est d'1 an renouvelable. Le silence qui tomba sur la table fut absolu. Antoine laissa tomber entre ses doigts la fourchette dont il jouait. Deuxièmement, j'ai acheté un appartement plus petit, non loin d'ici, avec une jolie vue sur le cimetière de Montmartre. J'y emménagerai la semaine prochaine. Est-ce que, avez-vous vendu l'appartement? La voix d'Isabelle se brisa. Non, chérie. L'appartement est toujours à moi. J'ai juste décidé de le louer pour une somme considérable. Paris est cher pour les touristes, tu sais? Sourire. Ce qui m'amène à mon 3e point, vous avez exactement 7 jours pour trouver un nouveau logement. Le visage de Thomas perdit toute couleur.
Antoine a commencé à balbutier quelque chose sur les contrats verbaux et les droits d'occupation, mais je l'ai gentiment interrompu. Antoine, j'ai consulté un avocat. Il n'y a pas de contrat entre nous. Vous ne payez aucun loyer. Légalement, vous n'êtes que des invités sur ma propriété privée. Mais maman, tu ne peux pas nous mettre dehors. Où irons-nous? Isabelle avait l'air vraiment choquée. Vous êtes des adultes compétents. Je suis sûre que vous trouverez une solution, tout comme je l'ai trouvée par moi-même. Thomas parla finalement, sa voix étant un murmure choqué. Grand-mère, tu ne peux pas être sérieuse. J'ai regardé directement mon petit-fils, le garçon qui m'avait dit de laver le sol, et j'ai ressenti un élan d'amour mêlé de détermination. Je suis très sérieux, Thomas. Mais ne t'inquiète pas, je ne les abandonne pas complètement. J'ai rouvert le dossier et supprimé un autre document. Il s'agit d'un chèque pour les aider à payer leur premier mois de loyer et leur dépôt de garantie pour un nouveau logement. Considérez cela comme un dernier cadeau de la vieille dame qui ne sert apparemment qu'à laver les sols. Le chèque était généreux, largement suffisant pour les aider à recommencer. Je ne voulais pas vraiment les punir, juste leur donner une leçon sur le respect et les conséquences. Il y a eu bien sûr des protestations. Des larmes d'Isabelle, des arguments techniques d'Antoine et un silence abasourdi de Thomas. Mais au bout du compte, le délai restait, 7 jours pour partir. Alors que je me retirais dans ma chambre, écoutant les murmures frénétiques dans le salon, un sentiment étrange m'envahit. Ce n'était pas de la vengeance, ni de la colère. C'était quelque chose de plus profond et de plus satisfaisant, c'était la redécouverte de ma propre valeur. Que se passe-t-il lorsque vous vous levez enfin après des années à vous pencher? Dans le prochain chapitre, découvrez comment ma famille a réagi à mon réveil et quelles leçons inattendues nous avons tous appris sur le vrai sens du respect, de la famille et du pouvoir d'une femme qui dit enfin, ça suffit. Les 7 jours qui suivirent furent un curieux mélange de guerre froide et de négociations désespérées. L'appartement, qui paraissait auparavant si spacieux, était désormais rempli de tensions dans chaque pièce. Isabelle alternait entre des larmes dramatiques, « Comment as-tu pu faire ça à ta propre fille ?» et tentatives de négociation, « Et si nous payions un loyer ?» Nous pouvons parvenir à un accord. Antoine, lui, est rapidement passé de l'indignation à l'action pratique. Je l'ai vu rechercher des appartements sur sa tablette, passer des appels discrets et même mettre à jour son CV. D'une certaine manière, j'ai respecté son approche pragmatique. Thomas était le plus intéressant à regarder. Le premier jour, il s'est enfermé dans sa chambre, refusant de sortir même pour les repas. Le deuxième jour, je l'ai entendu discuter avec véhémence avec Isabelle, « C'est de votre faute et de celle de papa. Vous l'avez toujours traité comme une servante. » Le troisième jour, il a commencé à laisser de petits cadeaux sur la porte de ma chambre, une fleur cueillie dans le vase du salon, un dessin bâclé de nous deux qu'il avait dessiné quand il était enfant, un simple mot disant « Je suis désolé ». J'ai accepté les cadeaux en silence, mais j'ai maintenu ma détermination. Il ne s'agissait plus de colère face à ces paroles cruelles, il s'agissait de fixer des limites qui auraient dû être fixées depuis longtemps. Le matin du 4e jour, alors que je prenais mon petit déjeuner seul, maintenant je me faisais un devoir de me réveiller plus tôt pour avoir quelques instants de calme, Thomas est apparu dans la cuisine, les yeux gonflés comme quelqu'un qui aurait très peu pleuré ou dormi. « Grand-mère, je peux te parler ?» J'ai indiqué la chaise devant moi. Il s'assit, jouant nerveusement avec le bord de la nappe. Je sais que s'excuser ne suffit pas, mais, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ce que j'ai dit était horrible. Oui, ça l'était, répondis-je simplement. Je ne pense pas vraiment ça. J'étais en colère, frustré par d'autres choses, et j'ai fini par m'en prendre à toi. Mais ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas le cas. Il prit une profonde inspiration. Mes amis se sont moqués de moi quand ils ont découvert que je vivais avec ma grand-mère. Ils m'ont traité de bébé, ils ont dit que je ne serais jamais indépendante. Je voulais prouver que ce n'était pas vrai, que j'avais le contrôle. C'était stupide et cruel. J'ai regardé mon petit-fils, vraiment regardé pour la première fois depuis des mois.
Sous l'attitude arrogante d'un adolescent décédé, j'ai vu la vulnérabilité, l'insécurité, la peur de l'avenir. Et je me suis souvenu de ce que c'était que d'être à cet âge, où chaque regard des camarades de classe ressemblait à un jugement et chaque mot des parents était un ordre. « Thomas, tu sais pourquoi je fais ça ?» Il fit non de la tête. « Ce n'est pas pour vous punir, ni pour blesser votre mère ou votre père. C'est parce qu'à un moment donné, nous avons tous oublié qui nous sommes dans cette maison. J'ai oublié que je suis une femme qui a travaillé toute ma vie pour construire quelque chose. Vous avez oublié que vous êtes un jeune homme capable, pas un enfant gâté. Vos parents ont oublié qu'ils sont des adultes responsables, pas des invités dans un hôtel gratuit. » J'ai tendu la main et touché son visage, un geste que je n'avais pas fait depuis des années. Parfois, nous avons besoin d'un coup de pouce pour nous rappeler notre dignité. Thomas a posé ma main contre son visage et j'ai vu des larmes se former dans ses yeux. Que puis-je faire pour résoudre ce problème? Réparer? Il ne s'agit peut-être pas de réparer, mais de reconstruire. D'une manière différente, plus solide. Cet après-midi-là, quelque chose a changé dans la dynamique de l'appartement. Thomas commença à préparer ses affaires sans qu'on le lui demande. Je l'ai vu aider Isabelle à emballer les livres et la vaisselle qu'ils avaient apportés. Il a même proposé de nettoyer le réfrigérateur, pour ne rien laisser gâcher. Le 5e jour, Antoine rentre chez lui avec une nouvelle surprenante. J'avais réussi à obtenir un entretien pour un meilleur poste que le précédent, dans une entreprise de marketing numérique. Le recruteur a aimé mon portfolio. Il a dit qu'il recherchait quelqu'un avec de l'expérience et de la maturité, a-t-il expliqué, avec une étincelle dans les yeux qu'il n'avait pas vue depuis leur déménagement. Isabelle était toujours blessée, plus réticente à accepter le changement. Le soir du 6e jour, alors qu'Antoine et Thomas étaient sortis acheter des cartons de déménagement, elle est finalement venue vers moi. « Pourquoi maintenant, maman ? Pourquoi après tous ces mois ?» Nous étions assis sur le petit balcon, regardant les lumières de Paris commencer à scintiller sur le ciel crépusculaire. Parce que j'ai enfin compris que je nous faisais du mal à nous tous. Moi en me laissant manquer de respect. Toi en te permettant de t'installer dans une situation qui était censée être temporaire. Et surtout Thomas en me montrant qu'il n'y a rien de mal à traiter les gens, surtout les femmes âgées, comme des domestiques. Isabelle resta longtemps silencieuse. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas, maman ? » « Je sais, chérie. Mais parfois l'amour ne suffit pas. Nous avons aussi besoin de respect. Quand papa est mort, commença-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, tu es devenu si fort, si indépendant. Je me suis toujours sentie inadéquate en comparaison. Comme si je ne pourrais jamais être aussi forte que toi. Je me tournai vers elle, surpris. Je n'aurais jamais su que tu ressentais ça. C'est peut-être pour ça qu'il a été si facile pour moi de m'installer ici, de dépendre à nouveau de toi. C'était comme être à nouveau un enfant, quand tu as résolu tous les problèmes. Je t'ai pris la main. Isabelle, tu es bien plus forte que tu ne le penses. Et il est temps pour toi de le découvrir par toi-même. Le 7e jour, le changement était prêt. Un petit camion de location attendait devant le bâtiment. Antoine avait trouvé un appartement plus petit dans le 20e arrondissement, pas aussi charmant que Montmartre, mais convenable et dans les limites du budget qu'ils pouvaient se permettre avec leur nouvel emploi potentiel. Je les ai aidés à porter les derniers cartons. Quand tout fut prêt, nous nous trouvâmes tous les 4 devant la porte d'entrée, dans un silence gênant rempli d'émotions inexprimées. C'est Thomas qui a rompu le silence. « Grand-mère, puis-je te rendre visite dans ton nouvel appartement ? » « Bien sûr que tu peux, mon petit. » En fait, j'ai hésité un instant. Je réfléchis à proposer des cours particuliers de littérature aux élèves préparant leur baccalauréat. Si tu connais quelqu'un qui en a besoin. Le visage de Thomas s'éclaira. J'en ai besoin. Mes notes en littérature sont horribles et l'examen est dans 2 mois. Sourire. Alors peut-être que nous pourrons nous rencontrer 2 fois par semaine. Mais je facturerai le prix régulier, pas de réduction pour les familles. Combiné. Isabelle m'a serré fort dans ses bras,
murmurant un « merci » qui contenait bien plus que de la gratitude pour l'aide apportée au déménagement. Antoine m'a serré la main fermement, avec un nouveau respect dans le regard. Lorsque le camion est finalement parti, emmenant ma famille vers un nouveau départ, je n'ai ressenti ni tristesse ni solitude. J'ai ressenti un étrange mélange de paix et d'anticipation. Dans 2 jours, j'emménagerai également dans mon nouvel appartement. Une nouvelle phase commençait pour nous tous. Ce soir-là, seul dans l'appartement calme, j'ai ouvert une bouteille de vin que j'avais réservée pour une occasion spéciale. Je me suis assis sur le balcon, regardant les lumières du Sacré-Cœur, et j'ai porté un toast silencieux à l'avenir. Emménager dans mon nouvel appartement a été étonnamment facile. Plus petit, certes, mais parfaitement adapté à une femme seule. Une chambre, un salon cosy avec des étagères pour mes livres, une petite cuisine où je pourrais préparer mes croissants du matin et un balcon donnant sur le cimetière historique de Montmartre. Il y avait quelque chose de poétiquement approprié à contempler ce dernier lieu de repos, un rappel constant que notre temps est trop précieux pour être perdu à vivre sans enthousiasme. Les premières semaines ont été celles de l'adaptation. Se réveiller sans le bruit des autres personnes dans la maison, préparer du café rien que pour moi, ne pas avoir à négocier l'utilisation de la salle de bain ou de la télévision. Une liberté dont j'avais oublié l'existence. J'ai commencé mes cours particuliers de littérature avec 2 élèves en plus de Thomas. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les parents désireux d'assurer de bonnes notes au baccalauréat à leurs enfants, et bientôt j'ai eu une petite liste d'attente. Le professeur Leroy, disait-il, a une manière de faire passer Balzac et Flaubert comme contemporains. Thomas venait 2 fois par semaine, ponctuellement. Lors des premiers cours, il semblait encore gêné, choisissant ses mots avec un soin excessif. Mais au fur et à mesure que nous discutions de Camus et de Victor Hugo, le naturel est revenu entre nous. Sa compréhension de « l'étranger » m'a surpris et il a capturé des nuances que beaucoup de mes étudiants avaient manquées. « Tu sais, grand-mère, dit-il un jour en rangeant ses livres, je crois que je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. » Et même ? Oui. Comme Meursault dans L'étranger, vous avez refusé de faire semblant, d'être à la hauteur des attentes des autres. Vous avez choisi l'authenticité, quitte à affronter le jugement. J'ai souri, véritablement impressionné. C'est une analyse intéressante, Thomas. Mais rappelez-vous, contrairement à Meursault, mes actions n'étaient pas motivées par l'indifférence, mais par l'amour. Parfois, le plus grand acte d'amour est de fixer des limites. 1 mois après avoir emménagé, j'ai reçu un appel d'Isabelle. Antoine avait décroché le poste dans l'agence de marketing digital, avec un meilleur salaire que le précédent. Ils commençaient à s'installer dans leur nouvel appartement, même si c'était encore un ajustement difficile après le confort spacieux du mien. Thomas est différent, a-t-elle commenté. Plus responsable. Hier, il a fait toute la vaisselle lui-même sans que personne ne le lui demande. Et il étudie beaucoup plus. C'est un gars intelligent, répondis-je. J'avais juste besoin de m'en souvenir. Maman hésita sa voix, je pense retourner aux études. Un cours de spécialisation en gestion culturelle. J'ai toujours rêvé de travailler dans un musée, tu sais. Je savais. Avant d'épouser Antoine, Isabelle avait souvent évoqué son travail au Louvre ou au Centre Pompidou. Quelque temps plus tard, ses rêves ont été discrètement mis de côté, remplacés par une routine sûre dans un travail administratif ennuyeux. Je pense que c'est une merveilleuse idée, chérie. Ça va être dur, avec le travail et tout. Mais je pense qu'il est temps d'arrêter de remettre à plus tard mes rêves. Te voir prendre le contrôle de ta vie m'a inspiré. La vie est trop courte pour vivre à mi-chemin, répétais-je les mots qui étaient devenus mon nouveau mantra. 3 mois se sont écoulés. La famille américaine qui louait mon ancien appartement était charmante, un couple d'enseignants avec 2 jeunes filles. De temps en temps, je m'arrêtais pour vérifier si tout allait bien et je repartais le cœur chaud pour revoir cet espace plein de vie et de respect. Par un après-midi d'été particulièrement chaud, j'ai reçu un visiteur inattendu. Antoine se tenait à ma porte, tenant un bouquet de fleurs. « Charlotte, j'espère que je ne te dérange pas. »
Pas question. Entrez. Je lui ai offert un café, qu'il a accepté avec gratitude. Nous nous sommes assis sur le porche, regardant le soleil jouer entre les pierres tombales du cimetière. Je suis venu pour vous remercier, dit-il finalement. Pourquoi? Pour nous avoir expulsés. Il rit, mais c'était un rire sans amertume. Vous savez, je me noyais dans cette situation. Dans le confort, dans la dépendance, dans le manque de but. Ce n'était pas l'homme que je voulais être pour Isabelle, pour Thomas, pour moi-même. Antoine m'a parlé de son nouveau travail, de la façon dont il se sentait valorisé et stimulé pour la première fois depuis des années. Comment lui et Isabelle se retrouvaient, sans le poids de la frustration accumulée. Et Isabelle, tu savais qu'elle était acceptée en spécialisation? J'ai hoché la tête en souriant. Elle m'avait appelé au même moment en pleurant de bonheur. Elle s'épanouit, Charlotte. Elle peint encore, tu sais? Notre petit appartement est plein de toiles inachevées. Avant de partir, Antoine hésita à la porte. Thomas nous a parlé de votre conversation. De dignité et de limites. Il parle beaucoup de vous, vous savez? Grand-mère a dit ceci, grand-mère m'a appris cela. Vous êtes devenue une sorte d'héroïne pour lui. Après le départ d'Antoine, j'ai marché jusqu'au cimetière. J'ai facilement retrouvé la tombe d'Henri, j'y venais régulièrement depuis mon déménagement à proximité. Je me suis assis sur l'herbe à côté de la pierre tombale et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Tu serais fier d'eux, mon amour. Et de moi aussi, j'espère. 6 mois après l'incident qui a changé nos vies, j'ai organisé un dîner. Mon nouvel appartement accueillait à peine 4 personnes à table, mais cela le rendait plus intime, plus cosy. Isabelle a apporté une tarte aux pommes ma préférée. Antoine a ouvert une bouteille de vin trop bonne pour leur budget, certainement un sacrifice calculé. Et Thomas arriva avec un petit paquet enveloppé dans du papier de couleur. Pour toi, grand-mère. Je l'ai pris au cours de céramique à l'école. C'était un petit vase, irrégulier et imparfait, mais peint de couleurs vives. Sur le socle il avait gravé, à ma petite étoile qui éclaire notre chemin. Pendant le dîner, nous avons parlé de littérature, d'art, de projets d'avenir. Thomas avait décidé d'étudier la littérature à l'université, comme grand-mère. Isabelle parle avec enthousiasme de son stage au Petit Musée de Montmartre. Antoine a partagé des histoires drôles sur des clients exigeants. À un moment donné, j'ai réalisé que nous rions tous vraiment pour la première fois depuis des années. Il n'y avait aucune tension sous-jacente, aucune blessure silencieuse, aucun rôle imposé. Un toast, proposai-je en levant mon verre. À la dignité. À la dignité, ont-ils répondu à l'unisson. Plus tard, quand tout le monde fut parti et que j'étais de nouveau seul, je me suis assis sur le porche avec un dernier verre de vin. Les lumières de la ville scintillaient au loin et le Sacré-Cœur se détachait en blanc sur le ciel nocturne. J'ai pensé à la façon dont un seul instant, va laver le sol, vieille femme, avait déclenché toute une transformation. Comment les paroles les plus cruelles peuvent parfois être le catalyseur des changements les plus nécessaires. Je ne regrette rien. Pas du petit appartement, pas des mois de tension, pas des larmes versées. Car au final, nous trouvons tous quelque chose de bien plus précieux que le confort, nous retrouvons notre dignité. Parfois, je pense à cette femme que j'étais penchée sur une serviette tombée, ravalant les insultes avec un sourire poli. Et je suis reconnaissante qu'elle ait enfin trouvé sa voie. Pour avoir montré à tous ceux qui en ont vraiment payé le prix. Et ceux qui ont payé, au final, ne sont pas seulement ceux qui ont signé l'échec. C'était elle qui avait le courage de dire non, celle qui refusait de se laisser diminuer, celle qui connaissait sa propre valeur. À une femme de 68 ans qui a retrouvé sa force. À une fille qui a encore rêvé. À un gendre qui a retrouvé son but. À un petit-fils qui a appris le sens du respect. À 68 ans, j'ai découvert que ce n'était pas la fin de mon histoire. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre plus authentique, plus digne, plus véritablement mien. Donc, si jamais quelqu'un vous regarde et vous dit « Va laver le sol, vieille femme »,
ou toute variante de cette phrase qui diminue qui vous êtes. Souvenez-vous de Charlotte Leroy de Montmartre, qui a montré à tous ceux qui ont réellement payé pour le toit. Et le toit le plus important n'est pas celui en briques et en mortier au-dessus de nos têtes. C'est celle que nous construisons avec notre dignité, qui nous protège des tempêtes de la vie et nous permet, enfin, de vivre en paix. Combien de fois avez-vous avalé des mots amers avec le sourire aux lèvres? Combien de fois avez-vous renoncé à votre espace, votre temps, votre dignité par peur de paraître égoïste ou difficile? Je sais ce que c'est de se regarder dans le miroir et de ne pas reconnaître la personne devenue invisible dans sa propre maison. Peut-être avez-vous aussi un enfant qui a oublié ses difficultés, un petit enfant qui prend son voyage pour acquis ou quelqu'un qui pense que ses rides signifient que son temps est révolu. Peut-être portez-vous aussi le poids d'être considéré comme un fardeau, alors qu'en fait vous êtes le pilier qui soutient tout. Mais aujourd'hui, je veux que vous vous demandiez, que se passerait-il si, comme moi, vous disiez simplement, ça suffit. Si vous repreniez les rênes de votre vie avec la sagesse que seules des décennies d'expérience peuvent apporter? Partagez votre histoire dans les commentaires. Ce moment où vous n'avez pas été respecté, rabaissé ou traité comme si vos sentiments n'avaient pas d'importance. Ou racontez-nous quand vous vous êtes finalement affirmé, à quoi a ressemblé cette libération. Vos mots pourraient être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Et s'il vous plaît, si cette histoire a suscité quelque chose en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque inscription est comme une main tendue, disant que nos histoires comptent, que nos expériences ont de la valeur, que notre âge ne nous rend pas invisibles, il nous rend sages. À 68 ans, j'ai découvert que je n'étais pas au bout de mon chemin, mais que je commençais tout juste un nouveau chapitre plus authentique. Et toi? Êtes-vous prêt à tourner votre page vous aussi? Inscrivez-vous maintenant. Notre communauté vous attend, pour votre sagesse, pour votre propre histoire de renaissance. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour montrer à tous qui paie vraiment le prix.